Le MMA, ce sport infini aux techniques sans limite. On peut apprendre chaque jour grâce à ce merveilleux sport. Et aujourd'hui, on va apprendre des préparations de KO par les deux artistes du main event qui arrivent, Marlon Chito Vera et Cory Sandhagen. Dans le podcast avec Brian, si tu ne l'as pas encore vu, fais-le. On a vu qu'il y avait des grandes différences entre Marlon Vera et Cory Sandhagen. Marlon Vera, c'est plutôt quelqu'un de violent, au style Muay Thai bien posé, avec un plus faible volume de jeu, mais avec des frappes très, très impactantes. Alors forcément, il a des KO à son actif. Du côté de Cory Sandhagen, on a vu qu'il était un peu plus flowy, qu'il envoyait des frappes moins significatives pour rentrer des frappes plus significatives par derrière. Donc il y a vraiment des grandes différences. On en a un qui est plus statique, l'autre qui est plus axé sur le mouvement, un qui envoie beaucoup plus de frappes, beaucoup plus de volume, beaucoup plus de feintes, qui envoie plus d'informations, et l'autre qui est plus concentré sur le minimalisme, l'économie et l'efficacité. Mais il y a des points en commun. Un des points en commun entre les deux, c'est leur lecture du jeu. Ils sont tous les deux très bons analystes dans la cage. Ils adaptent leur jeu par rapport au profil de leur adversaire. Une fois qu'ils ont un peu lu le timing, les déplacements, les réactions des adversaires, et ils profitent des ouvertures qu'ils peuvent anticiper. Or aujourd'hui, on a Chito Vera qui a mis un super beau KO dans son dernier combat face à Dominick Cruz, et c'est pas venu de nulle part. Et plus tôt dans sa carrière, Cory Sandhagen a mis un des plus beaux KO de l'année à Marlon Moraes. Et là aussi, c'était pas un coup de chance, c'était vraiment prévisualisé. On commence avec Marlon Vera. Alors ici, on est dans le deuxième round contre Dominick Cruz. Et Vera va se rendre compte de quelque chose. Qu'il soit en gaucher ou en droitier, quand ils sont en garde ouverte, donc si lui se met en gaucher, comme ici sur l'image, et que Dominick Cruz est en droitier, quand il va envoyer son jab, Dominick Cruz va sortir du côté ouvert, c'est-à-dire du côté de son bras arrière et de sa jambe arrière. Ici, on va le voir, il va envoyer son jab, hop, et Dominick Cruz, il ne sort pas du côté fermé, qui serait par ici vers le dos de Marlon Vera, je dis bien, mais il vient vers la caméra. Avec la perspective, c'est pas vers le bas, ici c'est vers nous. Donc il va vers l'intérieur du jab pour l'esquiver et sortir. Juste après, donc là il restait 13 secondes dans le round 2, quand il reste 4 secondes, on a la même séquence, sauf que ici on a un Marlon Vera qui s'est mis en droitier. Il va envoyer son jab, mais plutôt que l'envoyer là où la tête de Dominick Cruz est pour le moment, il va l'envoyer là où la tête de Dominick Cruz sera à la fin de son mouvement. C'est quelque chose que je répète super souvent. Il ne faut pas frapper là où la cible est, mais là où la cible va se trouver à la fin de l'extension du mouvement. Avançons, pack, il envoie son jab, et vous voyez, le jab, il n'est pas vraiment en ligne. En général, on apprend à attaquer le jab et le cross dans la ligne vers notre propre nez. Ici, il le décale dans la direction dans laquelle Dominick Cruz allait, c'est-à-dire le côté ouvert de Marlon Vera. Et d'ailleurs, on voit après ça, il se fait toucher et il a vraiment sa tête qui part du côté ouvert et sa main qui est supposée défendre sa tête qui n'est pas du tout à son menton. Information retenue pour Marlon Vera. La séquence juste après, donc là on est littéralement une seconde après, il va renvoyer son jab. Même réaction de Dominick Cruz qui sort du côté ouvert et il va donc en collision avec le high kick. D'autant plus qu'il ne peut pas défendre avec sa main gauche. Hop, le high kick part, mais ça manque de distance. Ça rate de peu, c'était pas loin. Et voilà, en fin du deuxième round, on a cette lecture du jeu de Marlon Vera. Skip forward, on avance, on rentre dans le quatrième round, le round du finish, et on va voir plusieurs séquences où Marlon Vera crée cette habitude auprès de Dominick Cruz de sortir chaque fois du côté ouvert avec un mouvement exagéré de tête qui va donc rentrer en collision avec son high kick. Ici, on le voit feinter, il feinte son jab, forcément, il feinte son jab en gaucher, ce qui fait que Cruz va aller de son côté, du côté gauche de Marlon Vera. On va se déplacer vers le côté ouvert. Un tout petit peu plus tard, il reste en gaucher, il envoie son jab pour du vrai. Et que fait Cruz? Il va du côté ouvert. Ok. Le jab. Et on a Dominick Cruz qui va du côté ouvert. Back. On retient l'info. On passe en droitier.
On regarde si ça reste la même chose. Vera envoie son jab. Et Cruz vient du côté ouvert, c'est-à-dire vers la caméra, vers nous ici. Il se déplace. Ok. On avance. 3 minutes 6 restantes dans le 4e round. De nouveau, le jab qui est envoyé. Et Cruz qui se déplace ici. Toujours sa main loin de sa tête et son visage qui fait un mouvement exagéré du côté ouvert de Marlon Vera. Et on en arrive au finish. Ce qui avait manqué dans le 2e round, c'était de la distance. Alors, pour 2 raisons. Il y a la distance entre eux deux. D'accord? Ça, c'est une distance. La deuxième distance, c'est on sait que Dominick Cruz va se déplacer par là. En général, quand on envoie un middle kick ou un high kick en garde ouverte, ce qu'on veut faire, parce qu'ici on est en garde ouverte, on a Marlon Vera qui est en gaucher, Dominick Cruz en droitier. Ce qu'on va vouloir faire, c'est poster notre jambe avant sur l'extérieur. Tiens, c'est Manon Fiorose. Sur l'extérieur de la jambe avant de notre adversaire. Histoire qu'on n'ait pas trop d'amplitude, qu'on ne doive pas faire plus que 180 degrés avec la jambe pour impacter la cible, le corps ou la tête. Parce que plus on doit parcourir de degrés, plus la frappe va ralentir et elle sera donc moins puissante. On aime bien taper quand on est encore en accélération. Donc, en partant du principe que Cruz va partir dans cette direction, si Marlon Vera met sa jambe sur l'extérieur, il sera très loin au moment où il envoie sa jambe. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer sa jambe à l'intérieur de Dominick Cruz qui va se déplacer par là. Et donc, la distance sera plus rapprochée et il va pouvoir toucher. On va voir ça maintenant. Il feinte son jab. Alors aussi, une petite différence, c'est vrai. Dans les autres séquences, ou en tout cas dans la séquence où il essaye ce high kick en fin de 2e round, il envoie vraiment le jab. Mais du coup, quand tu étends totalement ton jab pour ensuite envoyer ta jambe, ça met plus de temps que si tu le feintes à moitié. Parce que au lieu d'envoyer ta jambe après avoir complètement étendu ton bras, tu peux envoyer ta jambe après avoir étendu à moitié ton bras. C'est peut-être un quart de seconde, mais en MMA, on sait qu'un quart de seconde peut tout changer. Donc ici, il feinte son jab, il ne l'envoie pas complètement. Après l'avoir envoyé, il avance. Et puis là, il envoie sa jambe. Et ici, on est assez proche. Ça vient toucher. Et puis c'est le chaos. On va voir ça sous un autre angle. Alors ici, pour ceux qui me suivent depuis la semaine passée, j'avais aussi analysé le high kick de Leon Edwards. Et j'avais montré que pour casser la distance, il avait fait un triple pas. Il avait d'abord appuyé sur son pied arrière pour avancer son pied avant, pour rapatrier son pied arrière, pour l'envoyer. Donc ici, on va avoir exactement la même chose. Et le pied avant qui avance. Ensuite, le pied arrière qui va se rapatrier. Et là, la feinte de jab est envoyée. Ce qui veut dire que on sait que Cruz va se déplacer vers le côté ouvert de Marlon Vera. Okay, je vais revenir 2 screenshots en avance, qu'il faut faire attention à beaucoup de choses. Donc, le pied avant avance. Le pied arrière revient. Hook. Le jab est envoyé. Le pied avant avance de nouveau. Il vient se planter à l'intérieur, vous voyez, ici. Il est à l'intérieur de Dominick Cruz. Et puis, il envoie sa jambe arrière en collision. Tac. Ça vient toucher avec le bout du pied. Maintenant, imaginez si ce pied-là, il l'avait placé à l'extérieur. Il serait trop loin. C'est vraiment un coup de génie. Le coup d'œil était splendide. Le déplacement est magnifique. Le high kick et le KO est donc magnifique. Il a couvert... On va revenir en arrière. Il a... D'où est-ce qu'on part? Tac. Voilà. On part d'ici. On est derrière le chain. Donc non seulement il va couvrir de la distance vers l'avant, mais en plus il va s'assurer de ne pas partir vers l'extérieur. Ça, on ne veut pas. Hop, il vient vers l'intérieur. Et du coup, il couvre les 2 distances qui lui permettent de venir placer son magnifique high kick. Tac. Avancé. Maintenant, on était derrière le chain. On a pris quoi? Une vingtaine de centimètres. On s'est déplacé vers l'intérieur pour s'assurer de toucher la cible. Absolument splendide. Ok. Je profite de l'entre Vera Sandhagen pour en parler. Minimalisme, c'est ma marque de vêtements. Donc, si tu kiffes mon contenu, une façon gratuite de me soutenir, c'est liker la vidéo, commenter la vidéo pour le référencement. Encore mieux, la partager sur les réseaux. S'abonner pour être sûr de voir toutes mes vidéos. Et puis, si tu veux encore mieux supporter mon contenu pour les frais de production, tu peux te faire plaisir avec un super chouette pull,
sur ma boutique minimalisme avec 2M, MMA, lisme.com. Et là, tu te fais plaisir. Il y a un code promo pour l'instant, MMA10, moins 10%. Et en plus de ça, tu reçois mon e-book gratuit. Ok, de retour à nos moutons. Sandhagen contre Marlon Moraes. Sandhagen va envoyer un low kick en garde ouverte. Donc, pareil, le petit pas. Vous voyez, la jambe arrière qui se rapproche, la jambe avant qui avance. On vient couvrir la distance et on envoie le low kick. Sur le low kick, la réaction de Moraes. Il vient chasser avec sa main opposée, chasser la main. Mais sa main arrière s'abaisse. Elle va vers le bas. Et en plus de ça, vous voyez la perspective, mais sa tête va aller vers l'arbitre ici. Elle va s'éloigner de la caméra. Elle va donc en collision avec la direction du low kick. Bon, forcément, c'est un low kick, donc il n'y a pas de risque à faire ce mouvement de tête, mais on voit de quel côté va la tête. Tout comme pour Marlon Vera contre Dominick Cruz. Un peu plus tard dans le combat, donc il restait quoi 4 minutes 15, 10 secondes plus tard dans le round. La même chose. Là, on est en garde fermée, mais Sandhagen envoie ce low kick intérieur. Et ici, on a une réaction un peu flemmarde de Marlon Moraes. Okay, donc, une fois, il réagit en baissant la garde et en déplaçant la tête du côté opposé de la direction du kick. Et une fois, il recule, il désengage de manière un peu flemmarde. Et d'ailleurs, je pense que j'ai mis un screenshot juste après. Ouais, on voit que sa main, qui est supposée protéger les kicks qui viennent de sa droite, elle est fort basse. Sandhagen enregistre l'information. Il reste en garde fermée, donc en droitier. Il vient feinter le low kick. C'est un peu le même trigger visuel, on va dire. C'est pas vraiment une feinte, mais ce petit mouvement de jambe ici, c'est plus ou moins le même mouvement de jambe qu'il a fait pour envoyer son low kick. Ça va tellement vite que Marlon Moraes, il voit ça, il se dit « Ok, il me renvoie un low kick », ce qui signifie même réaction défensive. Quand tu as plusieurs fois la même réaction défensive, c'est un pattern. Sur un pattern, ton adversaire peut lire et capitaliser sur l'ouverture que ça laisse. Ici, en l'occurrence, son ouverture, c'est la flemmardise avec sa main droite qui descend et qui ne protège pas sa tempe, qui ne protège pas le haut de son visage. Alors, un point sur lequel je voulais aussi insister, c'est Cory Sandhagen. Il est en train de se retourner pour envoyer son spinning wheel kick. Et regardez, il regarde au maximum, le plus longtemps possible, Marlon Moraes. Ensuite, il se retourne. Vous voyez, il regarde encore là. Son corps est complètement tourné, mais il regarde encore où est son adversaire. Ensuite, il se retourne et le plus vite possible, de nouveau, il regarde son adversaire, sa réaction défensive qui est désengagée et baisser sa main. Et donc, on vient toucher. Vous voyez, il vient de nouveau chasser, comme il avait fait dans la première séquence. Il vient chasser. Ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas le côté qu'on attaque, mais c'est pour exprimer, il a de nouveau cette même réaction défensive. Sandhagen était parti du principe, alors c'est toujours du pari. C'est ok, j'ai fait 2 fois la même attaque, il a 2 fois pas réagi de la même manière, mais 2 fois il a laissé la même ouverture. Donc je pars du principe que s'il l'a fait 2 fois de suite, à la 3e fois, jamais 203 comme on dit, il va faire la même chose. Et si j'envoie mon spinning wheel kick, l'ouverture est là. Et c'est un pari qui a réussi. Il l'effleure, hein. On a l'impression qu'il l'effleure, mais ça touche. Malheureusement, il n'y a pas un screenshot où on voit que le pied touche vraiment, mais hop, on a le KO. La suite, c'est le KO. Et c'est vraiment... moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment son regard. Il est tout le temps en train de regarder, sauf quand il est obligé de tourner, mais c'est vraiment une fraction de seconde. Il sait ce qu'il veut faire, il sait où est-ce qu'il doit toucher pour obtenir le KO. Ben voilà les gars, ces deux-là se rencontrent ce week-end en main event de l'UFC. On a super hâte, non? Si tu ne l'avais pas fait dans l'autre vidéo, je t'invite à commenter avec ton pronostic. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. C'était Chris Genacht.